Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de la belle radio et télévision, la chaîne panafricaine internationale, bonsoir. Au moment où la démocratie est en plein recul dans le monde, selon François Hollande, le président français, l'ancien président français qui a récemment publié un livre, intitulé « Répondre à la crise démocratique », eh bien, nous avons jugé opportun d'ouvrir le débat et pour ce numéro de la Tribune du mardi, nous allons autour du thème « Quel modèle constitutionnel pour les États africains ?» discuter autour de Edmond Okembele Nkogo, qui est ancien président du Conseil économique et social du Gabon et écrivain. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre publié récemment, Démocratie et mal développement en francophonie. Je pense quand ceux qui gouvernent ne peuvent plus. Oui, exactement. Voilà. Et Nestor Ngouamezui, Norbert Ngouamezui, qui est éditorialiste et fondateur de l'hebdomadaire Coup le Messager, un hebdomadaire qui paraît au Gabon. Alors nous allons, avant d'ouvrir le débat, bien entendu, revenir sur la présentation de ce livre qui avait été faite ici même, à Libreville. Déficit démocratique et mal développement en francophonie quand nos dirigeants ne peuvent plus. Tel est le titre de l'ouvrage présenté à un public librevillois composé en majorité de dinosaures et de ténors de la politique gabonaise, toutes chapelles et toutes générations confondues. L'auteur, Edmond Okembele Nkogo, ingénieur électrotechnicien et ancien président du Conseil économique et social du Gabon, traduit en un essai politique le résultat d'une longue et profonde réflexion sur l'échec politique et économique de la France et des pays africains francophones. La cause de cet échec commun est tout aussi commune. L'adoption et la pratique d'un système constitutionnel présidentialiste concentrant tous les pouvoirs et même tous les contre-pouvoirs en un seul et unique tout-puissant président de la République. Excessif, explique l'auteur, qui propose comme alternative l'adoption d'un régime parlementaire de loin plus démocratique, plus porteur des aspirations du peuple et plus enclin à faire évoluer les citoyens vers un meilleur et durable développement humain. Arrêtons les combats d'hommes. Edmond Okembele Nkogo a saisi l'opportunité que lui offrait la présentation de son livre pour dire à la classe politique qu'elle s'entre-déchire en vain et qu'elle ferait mieux d'engager son énergie et ses actions dans la direction d'un changement constitutionnel qui ferait abandonner le régime présidentialiste au profit d'un système parlementaire plus démocratique. Le politologue Dr André Adjo a salué le contenu de cette œuvre et l'a qualifié d'inédit. Je crois que c'est quand même assez inédit qu'une personnalité gabonaise ayant une certaine expérience, ayant exercé à un niveau quand même assez élevé de l'État, se dise qu'il doit consigner un témoignage et surtout faire le point par rapport à l'état de notre société en proposant un schéma qui peut se discuter. Il pose un schéma de fonctionnement général de la société avec sa proposition du parlementarisme et du fédéralisme. C'est une idée comme ça qui est jetée sur la place publique et qui en réalité appelle à un débat. Et si cet ouvrage voulait susciter un débat, je crois que c'est réussi. Edmond Okembele Nkogo, j'ai envie dans l'immédiat de vous demander quelle similitude avec le livre de l'ancien président français François Hollande, puisque ce livre fait l'actualité en ce moment et qu'il abonde bien entendu dans le même sens que vous, il relève cette crise peut-être des modèles constitutionnels, mais surtout de la démocratie à travers le monde. Oui, merci. D'abord, à votre groupe de presse d'avoir pris l'initiative d'organiser ce débat. Et je voulais remercier puisque vous avez choisi pour faire ce débat l'éditorialiste, je dirais même un des principaux personnes qui travaillent dans la presse gabonaise depuis 1990. Donc, c'est quelqu'un qui connaît bien le terrain. Et pour revenir à votre question, je voulais simplement dire que le rapport, c'est déjà dans le titre. Hollande dit qu'il y a une crise démocratique. C'est ce que ça a été le constat de mai
5 ans de recherche où effectivement j'ai cherché les causes du mal développement, c'est-à-dire on n'arrivait pas à nous développer de façon, je crois, régulière. À chaque fois, quand on a fait 5 pas devant, on fait 5 pas derrière. Et c'est ce constat qui m'a fait, dans mes recherches, arriver à la cause, finalement, qui est la cause, une cause politique, qui n'est pas une cause de développement, pas une cause économique ou sociale. La cause est politique, c'est-à-dire la crise, c'est la démocratie. Et quand j'ai continué à chercher, j'ai vu que cette démocratie est sous-tendue d'abord dans un pays par la constitution de ce pays. Alors donc Hollande lui-même, dans son livre, quand vous l'avez lu, vous avez vu qu'il a remis en cause, il dit qu'il voit que la France ne marche plus bien et qu'en France, il y a un déficit démocratique avec les gilets jaunes, avec la crise de représentativité où les gens ne font plus confiance aux dirigeants, et ainsi de suite. Et il a donc remis en cause lui-même aussi, dans ce livre-là, la constitution de la Ve République. Il pense qu'il faut la changer. Voilà le rapport. Moi, je pense qu'il fallait changer. Il y a 7 ans, mon livre est sorti, 7 mois avant le livre Hollande. J'ai pensé qu'il fallait changer la constitution gabonaise ou bien la constitution des pays francophones, parce que cette constitution, vous savez bien, vient de la France, nous vient de la France. On a hérité de cette constitution en 1960 avec des indépendances. C'est la même qu'en France. Donc, en somme, on a fait le même constat. La constitution francophone de la Ve République est la cause principale de tous nos maux ici, la pauvreté, les abus de pouvoir et ainsi de suite. Alors, Norbert Ngouamezuy a lu votre livre puisqu'il a consacré un article la semaine du 19 au 25 novembre pour justement poser des questions. Il ne semble pas tout à fait d'accord avec vous sur certains points, même si au départ, il est bien convaincu de la pertinence du thème que vous abordez. Norbert Ngouamezuy, finalement, est-ce que le problème, ce sont les modèles démocratiques qui ne correspondent pas aux réalités des populations en Afrique, aux réalités culturelles, sociales et économiques? D'abord, pour commencer, je voudrais féliciter Edmond Okembele pour la réflexion intellectuelle qu'il a eu à mener et pour les conclusions auxquelles il est parvenu, même si j'y trouverai à redire. Je le félicite d'autant plus que ce type de réflexion est rare dans notre univers politico-intellectuel, notamment gabonais, où les gens passent le plus souvent à mener des débats de bas étage, des débats de clocher, des débats d'égout, au lieu de focaliser les débats politiques, économiques et sociaux et culturels de notre pays sur les problèmes de fond. Donc je l'en félicite pour cela. C'est d'autant plus que, et j'ajoute que Edmond Okembele est un grand frère pour lequel je dois beaucoup de respect. Je l'ai rencontré pour la première fois en 1969, ça fait 50 ans, au lycée national. C'était à l'époque le lycée Léon-Bas. Il était en classe de 3e, pendant que j'entrais en classe de 6e. Vous voyez que ça fait très longtemps. À Libreville au Gabon, pour la précision. Au Gabon, pour les précisions. Au-delà donc de ces civilités et ces félicitations, j'ai lu avec beaucoup d'attention, beaucoup d'interviews, et l'ouvrage d'Edmond Okembele qui est assez fouillé et très riche et très dense. Les problèmes qu'il pose sont des problèmes qui me semblent très pertinents, qui sont des problèmes de l'heure, d'actualité. La preuve, d'autres acteurs politiques au-delà de l'Afrique les abordent. François Hollande, par exemple, que vous avez cité tout à l'heure. Mais cela dit, je crois que très souvent on dit il faut d'abord exprimer les désaccords avant d'en venir aux accords. Moi, je vais faire l'inverse. Je vais commencer par exprimer les accords. Ce sur quoi je suis d'accord avec... Comme vous l'avez fait dans votre article. Voilà, si vous voulez, comme vous l'avez bien dit.
La première des choses il vient de poser ce problème, c'est le problème du mal développement de l'Afrique. Personnellement, je ne pense pas que l'Afrique soit mal développée. Je pense que l'Afrique est sous-développée et qu'il y a une genèse historique à ce sous-développement. Cette genèse historique vient du mercantilisme esclavagiste, à l'époque où les Occidentaux ont pensé que pour se développer chez eux, ils doivent réduire les Africains à l'esclavage. C'était la traite négrière. Et on a arraché des terres africaines, des milliers, des millions de personnes pour aller travailler dans les plantations de canne à sucre, de coton, d'Amérique et des îles. C'est l'un des facteurs du sous-développement de l'Afrique. Après cette période du mercantilisme esclavagiste, il y a eu la colonisation. Au lieu d'amener les Africains au-delà de leur continent, il valait mieux les exploiter sur place. On les exploite et on pille en même temps leurs matières premières pour aller industrialiser l'Europe. Voilà un deuxième facteur du sous-développement. Et puis il y a eu par la suite la décolonisation qui s'est mal passée parce que finalement les régimes qui se sont installés étaient téléguidés toujours de l'extérieur à les anciens. Donc je ne pense pas que, pour me résumer sur cette étape, je ne pense pas que l'Afrique soit mal développée, mais je soutiens que l'Afrique est sous-développée. Elle est sous-développée parce qu'il y a eu une genèse historique de ce sous-développement et les facteurs, je viens de vous les livrer. Et est-ce que les indépendances n'auraient pas pu contribuer à exorciser ces mots que vous venez d'égrener? Bien entendu. Et là où je suis entièrement d'accord avec Edmond Okenvele, c'est l'appréciation qu'il fait de la nature des États africains du moment. Parce que la décolonisation, comme vous le dites, c'est faite. Vous voyez que lorsque la France, par exemple, si on prend la France, lorsqu'elle colonise ce qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique dite francophone, elle prend soin de créer de grandes entités politiques et économiques. L'Afrique occidentale française, l'Afrique équatoriale française. L'une avait pour capitale Dakar et l'autre Brazzaville. Et lorsqu'ils sont obligés de décoloniser pour des raisons diverses, ils morcellent l'Afrique. Ils émiettent, ils créent des micro-États dont ils savaient qu'ils n'avaient aucun avenir politique, aucun avenir militaire, aucun avenir économique et, par ricochet, aucun avenir du point de vue du bien-être social des populations. Et ce sont ces micro-États-là c'est dans ces micro-États que nous vivons aujourd'hui. Et quand je disais que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a développé, c'est-à-dire, il nous faut, le débat a été posé au début des années 60 sur la nécessité, l'impérieuse nécessité de fédérer ces États, ces micro-États hérités du colonialisme. Et comment les fédérer dans ces conditions, Edmond Okenvele, lorsqu'on voit et qu'on constate que chacun de ces micro-États, que chaque responsable de ces micro-États que vous avez évoqués est jaloux de sa souveraineté? Ok. D'abord, je voulais revenir effectivement sur le titre même du livre. Quand je parle de mal développement, le constat est patent. C'est l'échec que nous vivons. Ce que je remets en cause, c'est le développement réversible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme M. Ngwa l'a dit tout à l'heure, Kwame Zui, quand nous sommes venus au lycée en 65-66, la route de Kango au Gabon était bitumée. Pour ceux qui ne connaissent pas la route de Kango, c'est la route qui part de l'intérieur vers Libreville. D'ailleurs, aujourd'hui, on n'arrive plus à passer
Il y a des bourbiers, un bourbier qui empêche. Je viens de chez moi, je vais passer 3-4 heures, attendre qu'on libère la route pour que je passe, parce qu'il y avait un bourbier. Alors, en 65, on était bitumé. Donc vous venez du nord du pays. Voilà, du nord du pays. 65, on est bitumé. Là, la route n'est plus bitumée, il y a les bourbiers. Ce sont ces allers-retours dont je faisais état au début que j'appelle le mal développement. C'est-à-dire, à l'époque, à l'indépendance, nous avions des écoles, par exemple d'infirmières, dans les provinces du Gabon, des écoles ou bien des écoles d'agriculture. Aujourd'hui, ces écoles n'existent plus. Les toits ont sauté, rien n'est plus. C'est ce que j'appelle mal développement. C'est-à-dire c'est 4 pas devant ou 5 pas devant et 6 pas derrière. C'est ce que j'appelle mal développement. C'était pour juste repréciser. Et ça engage la responsabilité de ceux qui ont conduit les affaires ensuite. Au départ, et le président Léomba aussi, avait dit que ça engageait la responsabilité, le manque d'hommes. Le manque d'hommes. C'est ce que Léomba avait dit quand il ne voulait pas l'indépendance en 60. Il voulait parler de la qualité des hommes? Oui, la qualité, c'est-à-dire qu'il manquait des ingénieurs, des infirmiers et tout ça là. Alors, c'était ça la base au départ. Mais on s'est rendu compte, comme l'a dit M. Ngouamzui tout à l'heure, que malgré que les hommes se soient améliorés, parce que des ingénieurs, des docteurs, des agrégés, des licenciés, des avocats, nous en avons plein aujourd'hui au Gabon. En plus, ces gens-là sont même pour la plupart à la maison. Donc, ce n'est plus un problème d'hommes. Nous avions maintenant aujourd'hui des hommes. Ce que j'ai découvert dans mes recherches, c'est que c'est un problème de système. De système. Ce que j'entends par système, c'est l'organisation et les règles d'organisation et de fonctionnement de la société. Ce sont ces règles qui, malgré l'indépendance de 1960, sont mauvaises et qui donnent ce résultat qui est aussi le résultat du développement qui est mauvais. Donc c'était un peu... Est-ce qu'il n'y a pas de pays qui évolue avec ce système parmi les pays francophones qui avancent un peu mieux que d'autres du même espace, du même environnement? Moi, je suis toujours très gêné lorsque on aborde les problèmes des pays africains. On les aborde souvent sous l'angle des pays francophones et des pays anglophones ou lusophones. Avant la colonisation française, avant la colonisation anglaise, avant la colonisation portugaise, les Africains ont bel et bien existé. Pourquoi voudrait-on nous réduire à être soit francophones, soit anglo-saxons, soit lusophones? Soyons d'abord africains, réfléchissons africains, tout en empruntant ce qui nous semble positif ailleurs. Donc moi, je suis souvent gêné d'aborder un débat sous l'angle francophone ou anglophone ou lusophone. Mais cela dit, par rapport à ce qu'a dit M. Okembele d'ailleurs, le constat qu'il fait, il est patent, il saute aux yeux. Mais c'est la notion de mal développement qui pose problème. Parce que cette notion a une connotation, je dirais même, pour ceux qui l'utilisent ailleurs, pas chez lui, mais a une connotation raciste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aurait chez les Africains une tare congénitale à ne pas pouvoir se développer. Or, je vous ai parlé tout à l'heure des facteurs historiques qui ont fait en sorte que nous en soyons là. Mais Et après ces facteurs historiques, il s'est installé, pour reprendre le terme de M. Okembele, des systèmes politiques qui n'obéissaient pas forcément, qui n'étaient pas là forcément pour satisfaire les aspirations profondes des populations. Mais il y a une prise de conscience, comme vous venez de l'indiquer, de ces facteurs historiques qui sont des facteurs bloquants pour le développement. Après la prise de conscience, ça doit pouvoir bouger. Oui, mais la prise de conscience, elle est... il faut qu'elle gagne toutes les sphères de la société. Il faut qu'elle gagne et les acteurs politiques, et les acteurs économiques, et les acteurs sociaux, et même sur le plan culturel. Or, ce qui s'est passé, la décolonisation a été brusque. Vous en convenez avec moi, notamment en ce qui concerne l'espace francophone. C'est parce que le général de Gaulle, qui était le patron de cet espace francophone, s'est retrouvé acculé en Indochine, où des peuples lui menaient des guerres de libération. C'est parce que les nationalistes algériens
avait déjà déclenché les hostilités. C'est parce que par-ci, par-là, pas très loin de nous, au Cameroun, l'Union des populations du Cameroun, etc. Il était attaqué sur plusieurs. À un moment donné, il s'est dit, et il a utilisé un terme assez éloquent et révélateur en disant « j'ai desserré les liens avant qu'ils ne rompent ». Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant qu'il y ait une rupture brutale avec notre empire colonial, il vaut mieux installer des régimes politiques qui vont faire de la politique que nous leur dicterons. Comme la rupture brutale avec la Guinée, par exemple? Oui, mais une fois, il y a eu rupture brutale avec la Guinée. Qu'est-ce qui s'est passé? On a asphyxié économiquement la Guinée, financièrement. Les Français sont partis de Guinée en arrachant les prises dans les bureaux. Ils ont laissé une Guinée extensue. Et finalement, ils ont tellement harcelé Sékou Touré qu'il a été obligé de devenir paranoïaque en voyant des ennemis partout. Edmond Okembele, je vous vois sourire, mais finalement, les systèmes qui sont à déconstruire, ces systèmes hérités des colons, ces systèmes, il faut les remodeler. Mais comment arriver à les remodeler, puisque M. Ngouameuzui a posé la question dans l'article qu'il a consacré à votre livre, puisqu'il ne reste plus rien, puisque tout a été détruit avec l'esclavage et la colonisation. Non, oui, enfin, avant que M. Okembele, moi je ne dis pas ça exactement, je dis le constat actuel, c'est qu'il existe une Afrique, pour ne parler que de l'espace francophone, avec des États qui sont supposés être souverains, indépendants, avec des régimes politiques. Ça, il faut partir de l'existence, c'est ce que nous avons. Et le constat que je partage avec M. Okembele est que ces États sont politiquement, économiquement, militairement, culturellement faibles. Et pour qu'on sorte de cette situation, il y a une seule solution à laquelle j'adhère complètement, c'est le fédéralisme. C'est les États-Unis d'Afrique ou les États fédérés d'Afrique, peu importe la dénomination, mais il faut qu'on revienne à un moment donné et progressivement à remettre en cause ces frontières héritées du colonialisme. Qu'on regarde, parce que l'Afrique ne peut pas continuer dans sa forme actuelle à résister aux assauts hégémoniques des superpuissances qui existent ou qui se construisent. Vous avez l'Amérique, les États-Unis d'Amérique, vous avez l'Europe qui est en train de se construire tant bien que mal, vous avez la Russie, vous avez la Chine, etc. Mais l'Afrique ne pourra pas résister plus longtemps aux assauts hégémoniques de ces superpuissances-là si elle ne mutualise pas ses moyens sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan militaire et même sur le plan culturel. Et sur le plan militaire, il y a justement cette actualité au Mali, avec les forces françaises qui sont déployées depuis plusieurs années au Mali dans le cadre de l'opération Barkhane, et récemment 13 soldats français tués dans les conditions qui ont été indiquées par l'état-major des armées en France, et il s'en est suivi quelques jours presque à ressembler à une convocation. Bon, je crois qu'avant de répondre à votre question, je voulais d'abord revenir sur ce qu'a dit mon frère tout à l'heure, sur le problème qu'il existe une Afrique. Je crois que mon constat, c'est que toutes les Afriques ne sont pas au même niveau. Et au même niveau de développement, au même niveau de démocratie. Des deux choses, comme l'a dit d'ailleurs Norbert tout à l'heure, qui sont liées. Je dis même qu'il y a une qui conditionne l'autre. C'est la démocratie qui conditionne le développement durable et irréversible. Il est difficile de se développer de manière durable et irréversible si on n'est pas en démocratie. Donc les deux choses sont liées. Aujourd'hui, ce constat, je ne suis pas le seul à le faire. Il y a dans le monde entier des cabinets qui font le classement
en matière de développement et en matière de démocratie. Ce cabinet, pour ceux qui suivent la télé aujourd'hui et regardent dans Google, s'appelle Economist Group, qui se trouve à Londres. Et dans ces classements qu'ils font, prenons dans le cas de la démocratie, nous allons voir que les pays francophones sont à la queue du classement. Les pays anglo-saxons sont au-dessus. Je prends un exemple. La première démocratie du monde, dans ce classement, c'est la Norvège, suivie par l'Islande, la Suède, ainsi de suite. Vous ne verrez pas un seul pays francophone là. Le premier francophone apparaît dans le classement de 152 pays du monde de l'ONU. Le premier pays francophone qui apparaît, c'est la France. La France est classée 27e démocratie dans le monde. Ce classement, j'ai pris le classement quand je faisais mes recherches de 2015. 27e démocratie dans le monde, c'est la France. Vous voyez? Et quels sont les critères pour établir ce classement? Les critères sont les critères que nous vivons tous aujourd'hui, c'est les critères de bonne gouvernance politique, économique et sociale. On regarde comment la société est organisée, comment elle fonctionne, on va rentrer dans le vif du sujet, si les pouvoirs effectivement sont partagés, si c'est une seule personne, comme dans les démocraties francophones, qui doit prendre toutes les décisions, comme le dit la Constitution de 1958, qu'on a pris chez nous en 60, tout le problème vient de là. Est-ce que c'est pour dire que les problèmes de démocratie qu'on a dans les pays d'Afrique francophones, entre guillemets, sont des problèmes qui viennent de leur pays colonisateur, la France, qui est... Je vais continuer. Donc, pour moi, le problème de fond est là. Donc, je continue. Dans les classements, les pays francophones africains occupent le bas du classement, le peloton de queue. Comme la France. Comme la France qui occupe dans les grands pays le peloton de queue dans la plupart des grands pays, États-Unis, machin, tout ça là. Vous comprenez? Et les pays francophones occupent le peloton de queue. Les pays anglophones sont un peu mieux classés que nous. Et d'ailleurs, nous tous, nous voyageons en Afrique. Vraiment, quand vous avez dans la plupart des pays francophones, vous voyez quand même que c'est mieux construit. Ça fonctionne un peu moins. On prend même d'abord, d'ailleurs, le cas des élections en Afrique. La plupart des grandes contestations au niveau des élections, c'est souvent dans les pays francophones. Est-ce que vous voyez? Donc ces classements-là ont été faits, c'est pas moi seulement nous avons hérité Norbert Ngouamezoui de cette forme de mauvaise démocratie. En 1960. En 1960 avec l'arrivée du général de Gaulle. Avant ça, ça fonctionnait un peu comme sur les autres. Norbert Ngouamezoui. Parce qu'on a changé de régime, on était en régime parlementaire, on est maintenant passé en régime présidentialiste. On va en venir, Norbert Ngouamezoui. Là où je suis d'accord, une fois de plus, avec Edmond Kembele, c'est le constat selon lequel il y a un déficit de démocratie dans la plupart des pays d'Afrique, aussi bien francophones que lusophones, que anglophones. Là, nous sommes d'accord sur ça. Et que ce déficit, il va falloir, à un moment donné, le combler pour que les Africains s'attellent aux lourdes tâches du développement économique et social. Mais nous sommes d'accord. Mais est-ce qu'au lieu des systèmes, est-ce qu'au lieu des systèmes, mais est-ce qu'au lieu des systèmes, ce ne sont pas plutôt les hommes qui animent ces systèmes qui posent problème? Les hommes sont partout les mêmes dans le monde entier. Les hommes, on est constitués physiologiquement organiques. Oui, mais il y en a qui choisissent de bien faire et d'autres pas. Je voulais dire que l'un des points divergents ou le petit reproche que je pourrais faire au grand frère Kembele, c'est de penser que pour concevoir un modèle constitutionnel en Afrique, après avoir fait le constat qu'il y a un déficit de démocratie, l'erreur serait de penser qu'on devrait forcément nous inspirer de ce qui se fait dans les espaces anglo-saxons ou francophones. Il faut, et je l'ai dit tout à l'heure en début de notre entretien, je pense que l'Afrique a bien existé avant les anglo-saxons et les francophones.
quels étaient les modèles de société en Afrique précoloniale qui pourront nous inspirer pour bâtir une Afrique telle que nous la voulons, tout en empruntant ce qui se passe à l'extérieur. Moi, je crois que le problème de fond, c'est celui-là. Parce que, enfin, comme il a parlé tout à l'heure, des modèles constitutionnels des pays anglo-saxons, en disant qu'il y a un classement qui a été fait pour que ces pays apparaissent comme les modèles de démocratie. Moi, je suis un peu réservé quand je regarde fonctionner certains pays, qui soient anglo-saxons ou pas, mais qui ont adopté le modèle constitutionnel parlementaire. Vous voyez un peu, je prends quelques exemples. Vous voyez un peu un pays comme la Grande-Bretagne, l'Angleterre. Avec le Brexit. Même pas avec le Brexit. En 4 ans, ils ont organisé 3 élections législatives. Ils en sont à une 4e. Je prends un autre exemple. La Belgique. La Belgique est restée pendant 2 ans sans gouvernement parce que les coalitions n'arrivaient pas à se mettre en place pour constituer le gouvernement. Actuellement, l'Espagne n'a presque pas de gouvernement. Ils ont eux aussi organisé des élections législatives. Ça fait 2 ans. En 2 ans, ils en ont organisé 3. Vous prenez l'Italie, où des coalitions se font et se font au gré des humeurs, des entre. Alors je dis que cette instabilité des régimes parlementaires m'inquiète un peu si on l'adoptait tel que cela se passe dans ces pays. Parce que ces pays, faut-il le souligner, sont des pays suffisamment avancés du point de vue économique, du point de vue social. C'est des pays suffisamment avancés. Ils peuvent se permettre de ne pas avoir un gouvernement pendant 2 ans ou pendant 3 ans, ou d'organiser des élections législatives de manière récurrente. Mais est-ce que nous pouvons nous le permettre au stade actuel du développement de nos pays? Mais est-ce que c'est un peu l'un des points divergents que Mais est-ce que c'est des accords dont vous parlez qui sont exprimés et qui sont matérialisés par ces dissolutions de gouvernement, etc., par cette forme d'instabilité, ne sont pas la preuve que la démocratie fonctionne et que, les dirigeants finalement se soucient du bien-être de leurs concitoyens? D'accord, c'est ça que j'allais dire, c'est exactement la remarque que j'ai faite. Je crois qu'il y a 2 choses, parce que souvent, quand Norbert parle, tout de suite après, je ne peux pas réagir. Il a dit quelque chose d'important tout à l'heure. Je crois que nous sommes dans un monde aujourd'hui. L'environnement, il y a 2 types d'environnement. Il y a l'environnement interne, c'est-à-dire ce que nous-mêmes nous pouvons changer. Et l'environnement externe qui nous change. À écouter Norbert, est-ce que nous allons prendre la démarche qui consiste à dire l'Afrique va créer son modèle et les autres vont s'adapter à son modèle? Est-ce que c'est possible réellement parlant? Parce qu'il faut parler de la réalité, il faut dans le réel. Ou bien c'est le contraire, c'est qu'il existe aujourd'hui par exemple la République. Est-ce que nous pouvons dire demain que le Gabon peut ne pas être une république? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Pour revenir sur ce qui était avant chez nous. Non, moi je ne pense pas, je ne peux pas rêver pour penser que c'est nous qui allons maintenant inventer un autre, en dehors d'une république ou d'une monarchie, aller inventer autre chose. C'est compliqué. Mais ce que je dis dans mon livre, d'ailleurs, j'ai dit que je vais écrire 3 tomes. Le 2e livre, où nous sommes d'accord avec, je l'appelle Norbert Moussengouamezui, c'est que le 2e tome que je vais écrire, consiste à la restauration des valeurs culturelles africaines qui ont été détruites pendant l'esclavage et pendant la colonisation et même jusqu'à aujourd'hui. Ça, on est d'accord là-dessus. Et le 3e tome, c'est le fédéralisme dont tu parlais tout à l'heure. Ce que j'ai envie de dire, c'est que nous devons faire, par rapport au modèle, il faut quand même qu'on choisisse des modèles qui existent. Les Japonais ont été la première puissance économique, la 2e puissance économique du monde. Ils n'ont pas inventé la voiture. Ils sont allés avec leurs appareils photo et ils ont amélioré jusqu'à ce qu'ils soient maintenant les premiers producteurs de véhicules dans le monde. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut prendre un modèle qui fonctionne le mieux dans le classement que j'ai dit tout à l'heure et dans tous les modèles, le modèle parlementaire et ceux qui ont ce modèle fonctionnent le mieux. Et deuxièmement,
Ça, c'est au niveau du modèle. Donc, et je dis, il faudra comprendre les valeurs positives de nos traditions qui existent aujourd'hui. Par exemple, je vois bien les sociétés, nous sommes avec, par exemple, l'exemple du droit de naissance. C'est quelque chose qu'on pourrait quand même mettre dans notre condition et voir un peu. Là, nos sociétés ont vécu avec des croyances traditionnelles, culturelles. Je pense que nous pouvons dire demain qu'il faudrait peut-être aller voir. Les restaurer, les réadapter. Voilà, réadapter. C'est pas, je crois que là-dessus, je me suis peut-être mal fait comprendre. Je ne dis pas qu'il faut prendre exactement ce qui se passe en Norvège, ou bien ce qui se passe en France, ou bien ça. Je dis. Il faut adapter ça à l'Orient. Moi, j'ai fait l'étude sur tous ces modèles, à commencer par le modèle américain, le modèle parlementaire anglo-saxon, de l'Allemagne et tout ça là. J'ai vu la Chine, comment ça se passe. Et dans mon livre, vous voyez bien, tout ceci est à l'intérieur. Mais je dis maintenant, à partir de tous ces modèles qui existent, le meilleur qui existe aujourd'hui, qui partage, parce que le problème de la démocratie, c'est quoi? Si j'avais un seul mot pour définir la démocratie, c'est le partage. La démocratie, c'est le partage. Le partage des pouvoirs, le partage des biens économiques, le partage des terres, tout ce qui est partage est démocratique. Dans ce cas, en quoi les Africains seraient-ils de mauvais démocrates? Non, c'est le contraire. C'est le contraire. Nous avons la chance d'être un peu issus du même moule. Mais quand vous regardez, justement, quand vous regardez dans ce livre, j'ai parlé des Bafous du Cameroun. Les Bafous du Cameroun, j'ai fait une petite étude là-dessus. J'ai parlé des Miennes du Gabon, les Asika. J'ai vu l'Onvet dont nous sortons tous. Et pas mal, dans toutes les sociétés africaines, c'était d'abord les sociétés de partage. Vous comprenez? C'est l'Occident qui est venu apporter ce système, qui a apporté une mentalité d'individualisme, de privatisation. C'est-à-dire qu'une seule personne doit accumuler tous les biens et les autres. Vous allez dans nos villages avant, toutes les maisons avaient pratiquement les mêmes toits en paille, les mêmes murs, les mêmes... Aujourd'hui, vous avez dans nos quartiers des buildings en étage. Les 10 étages, 40 étages, avec des gens qui sont dans les maisons en tôle. Mais il n'y a pas d'autre chose. Le partage est mauvais. Et le système qui partage le mieux au niveau, je dirais, politique, le mieux, c'est le système parlementaire. Maintenant, au niveau, je dirais, développement, c'est le système fédéral. C'est ce que j'ai constaté. Bon, c'est un débat qu'on va creuser, hein, qu'on peut justement pouvoir réorganiser un débat sur le même thème avec d'autres angles. Mais on va vous faire réagir à... Je voudrais quand même compléter. Pour ne pas exprimer un désaccord par rapport à ce qu'il vient de dire. Et je voudrais dire que dans ce que j'ai développé tout à l'heure, je n'ai pas dit qu'il fallait refaire la roue. La roue a été faite par les anciens Égyptiens, les gens, les générations qui ont suivi l'ont perfectionnée. Elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Elle fait décoller les avions, les fusées, etc. Mais ce que je voulais dire, c'est que pour concevoir un modèle constitutionnel qui soit réellement africain, il faut quand même que l'on parte de ce qui a existé sans les modèles anglo-saxons ou sans les modèles francophones et les améliorer en empruntant ce qui se passe à l'extérieur. Parce que la conception occidentale de la démocratie, et là je vais rejoindre le frère Okembele, c'est le pouvoir gouverne, l'opposition s'oppose. En ce moment-là, occidentale. Non. Elle est française, c'est francophone. En tout celle-là est francophone. On ne recherche pas le consensus. Ah non, c'est la constitution francophone. En tout cas, c'est pas celle qui se passe en Allemagne, en Angleterre et dans les autres pays. Mais oui, mais dans ces pays, vous savez, c'est pour cela que je suis en désaccord total avec le régime parlementaire. Parce que vous avez dans ces pays, que ce soit l'Allemagne ou l'Angleterre, de l'instabilité permanente des institutions, en raison notamment en fonction des coalitions qui se font et se défont au gré des intérêts et des humeurs des leaders des partis politiques. C'est le régime parlementaire, c'est le régime des partis. C'est pour cela que les Français ont mis fin à cela en créant la Ve République. Et je l'ai dit. Et en concentrant tous les pouvoirs entre les mains du président. C'est pour cela que je reviens à ce que j'ai dit. Je dis, il faut quand même qu'on regarde ce qui s'est passé dans l'Afrique précoloniale. Dans l'Afrique précoloniale, il existait
deux types d'organisations sociales. Les organisations verticales, là, avec des royaumes, des empires, des chefferies, etc. Et puis des organisations horizontales, telles qu'on l'a vu dans notre sphère géographique, chez les Fang par exemple, où il n'y avait presque pas de roi. Il n'y a pas de roi, il n'y a pas d'équivalent Fang du mot roi. Bon, mais seulement que vous prenez l'organisation verticale de la société. En Afrique précoloniale, j'entends. Que vous prenez l'organisation horizontale, ce qu'il y avait d'essentiel, c'est le partage du pouvoir. Tout le monde était associé au débat, à la prise de décision et au partage des biens. Mais on nous a inculqué, c'est ce que... Je ne crois pas que ce soit spécifique aux anglo-saxons ou aux francophones. L'Amérique, c'est un pays anglo-saxon, les États-Unis d'Amérique. Mais un président démocrate est un président démocrate. Les républicains n'ont qu'à attendre 4 ans pour s'emparer du pouvoir s'il le peut. Pendant ces 4 ans-là, l'opposition s'oppose et le gouvernement, ceux qui sont au pouvoir, gouvernent. Et il y a une expérience, je vais terminer par là, que l'on est en train de vivre, qui me semble intéressante en ce moment, en RDC. On a fait beaucoup de procès à M. Tshisekedi d'avoir accepté de signer des compromis de gestion du pays avec l'ancien régime. C'est peut-être une expérience qui pourrait inspirer des Africains. Parce que si on passe le temps à concevoir la conservation à entrevoir rien que la conservation du pouvoir ou la conquête du pouvoir en nous opposant éternellement de manière frontale, on va passer beaucoup d'années en attendant que l'Afrique se développe. Je dis donc que l'expérience de la RDT devrait inspirer des personnes qui s'intéressent à ce type de débat comme le grand frère. Même si là-bas aussi la démocratie a été maltraitée, puisque, enfin, entre guillemets, parce qu'il y a un opposant qui revendique la victoire. Non, c'est la cohabitation. Non, c'est la cohabitation, c'est démocratique. Oui. C'est la cohabitation, la constitution de la RDC dit que c'est celui qui a le Parlement, qui a le Premier ministre, comme dans tous les pays du monde. C'est la démocratie. Vraiment, c'est la démocratie. Le vrai problème, je crois qu'il faut bien connaître des modèles. Oui, mais il y a Martin Fayoulou qui avait contesté les résultats. Oui, mais le problème, je pense qu'il faut bien analyser les problèmes de fond. Le problème de fond, c'est la règle d'organisation et de fonctionnement de la société. Je vais vous dire comment est organisée la RDC. Que dit la Constitution de la RDC? Elle dit que le président est élu au suffrage universel, direct, comme le Gabon, comme la Côte d'Ivoire, comme la France. La gangrène de la démocratie part de là. Quand quelqu'un est élu au suffrage universel direct, normalement, c'est pratiquement le modèle francophone, il est au-dessus de tous les pouvoirs. Et il concentre tous les pourquoi. Parce qu'il dit aux députés, mais monsieur, vous avez été élu par 2000 personnes. Moi, j'ai été élu par tout le 1,8 million des Gabonais. Je suis au-dessus de vous. Et deuxièmement, dans ces modèles de constitution francophone, comme un peu au Zaïre, on se retrouve avec le président de la République qui est passé au-dessus du Parlement. Et quand on est au-dessus du Parlement, ça veut dire qu'on est au-dessus du peuple. Donc nous ne sommes plus en démocratie. Il faut quand même rappeler à tout le monde que la démocratie, c'est quoi? Le pouvoir, c'est la définition d'Abraham Lincoln. Le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Est-ce que vous comprenez? Je vais en finir par là. C'est ça la démocratie. Est-ce que c'est cette définition-là que nous avons ici? Non, dans les régimes francophones, c'est pas ça. Le président de Gaulle en 58 a pris le Parlement, il l'a mis en bas, et il s'est mis au-dessus, et il est chef de tous les pouvoirs. Le pouvoir militaire, le pouvoir économique, le pouvoir politique, tous les pouvoirs, le pouvoir judiciaire. C'est comme ça que ça marche aussi ici, au Gabon, en Afrique francophone, en Côte d'Ivoire et partout. C'est pour ça qu'on ne peut pas être en démocratie, parce qu'en démocratie, comme l'a dit tout à l'heure Ngouabezui, il faut partager des pouvoirs. Il faut une séparation des pouvoirs et une collaboration, comme il a dit tout à l'heure. Est-ce que c'est pour éviter, Norbert Ngouabezui, l'instabilité permanente que vous préférez, le présidentialisme?
De mon point de vue, oui. Enfin, au stade actuel du développement de nos États. C'est-à-dire qu'un pays comme le Gabon ou le Congo ou le Cameroun, si ces pays-là organisent des élections législatives tous les 2 ans ou chaque année pour mettre en place un parlement, parce que des coalitions se sont faites et se sont défaites, vous comprenez bien que pendant ce temps-là, nous n'aurons jamais le temps de nous atteler et surtout que lourdes tâches de l'organisation des élections coûte beaucoup d'argent. Je crois que justement c'est M. Ngouamouze qui aime l'histoire. Je crois qu'il faut regarder les choses dans l'histoire. L'instabilité qu'on regarde aujourd'hui au niveau du monde, c'est même pas au niveau seulement des régimes parlementaires, vient de toute autre chose dont je vais essayer d'en parler. L'instabilité vient, que vous soyez en régime parlementaire ou en régime francophone, de quelque chose. C'est que le monde a évolué. Hein? Puisqu'on parle d'instabilité, on a bien connu une dame comme Mme Merkel qui venait de prendre un 4e mandat en Allemagne. Donc de là, depuis que l'Allemagne existe, l'instabilité dont on parle aujourd'hui, des coalitions, machin, est aujourd'hui. Vous voyez, il y a quand même le temps qui est passé. Ça vient d'où? Même dans les régimes parlementaires, et je le dis dans mon livre, il y a quelques dispositions qui sont encore dans la Constitution qui mettent même en danger les régimes représentatifs. Ça veut dire que les modèles représentatifs, la démocratie représentative, ça vient d'où? Je vous prends un cas dans la Constitution, qu'elle soit parlementaire ou là. On dit par exemple, le vote impératif est nul. Ça veut dire quoi? Que ça soit dans la Constitution, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'élu ne représente plus ceux qui l'ont élu. Bon, prenez le cas de quelqu'un, je suis député de Yamoussoukro. Hein, je vais au Parlement. Dès que j'ai été élu, pendant la campagne, j'appartenais à ma circonscription. Mais après mon élection, je suis maintenant devenu député national. Député de la nation. Donc on a coupé l'élu des électeurs. C'est de là où vient la crise actuelle dont parle François Hollande. Vous pensez qu'il faut maintenir les élus, le lien entre les élus et leur base? C'est ce que veulent les gilets jaunes. Est-ce que vous ne voyez pas dont on parle souvent de ce, comment on appelle ça, ce référendum d'initiative et tout? Mais cette coupure, et je continue. Je prends par exemple le cas le plus important. Le président de la République qui est élu, par exemple, en régime francophone, en modèle francophone. Comment il est? Dès qu'il est élu, il n'a plus, le chef de l'exécutif en régime francophone, avec la constitution de Gaulle, n'a plus de compte à rendre à son peuple pendant tout son mandat. Si son mandat c'est 5 ans, il n'a pas à venir, il ne va pas au Parlement pour aller rendre des comptes. Alors que le chef de l'exécutif, j'ai pas fini, dans un régime parlementaire, toutes les semaines, il vient dire, voilà, si les avions ont décollé, je suis ici au Gabon, depuis pratiquement 2 ou 3 mois, nous voyons des avions, des hélicoptères, nous voyons des militaires qui sont belges, qui sont français. Oh, je suis sûr que le Parlement n'est pas au courant. Qu'est-ce qu'ils font dans notre pays? Est-ce que c'est normal? Or, le régime francophone ne demande pas au président de s'expliquer sur ce qui se passe. On voit les hélicoptères, les avions décoller. Mais est-ce que dans certains cas, le président n'est pas amené à s'expliquer? Non, au Parlement, non. Au Parlement. C'est interdit par le régime parlementaire. Les constitutions... Par le régime francophone. C'est interdit. Les constitutions telles qu'elles sont écrites obligent, le gouvernement à s'expliquer devant le Parlement, puisque le Parlement peut interpeller le gouvernement. Mais le gouvernement n'a pas été élu par le peuple. Bon, ça, c'est déjà... Il n'a pas été élu. Et puis, le président de la République, lorsqu'il y a une crise profonde, telle qu'on l'a connue en France récemment, et telle qu'on l'a vu même réuni le Congrès avec la réforme de la retraite, le président de la République sera obligé d'intervenir. Demain, il va faire parler son Premier ministre. Lorsque la crise deviendra de plus en plus aiguë, il sera obligé de descendre dans l'arène pour... Vous avez vu Emmanuel Macron avec la crise des Gilets jaunes, il a été obligé de faire ce qu'il a appelé le tour de... Je ne sais pas comment il a... Les villes de France ont rencontré les maires, etc. Pour s'en expliquer. Je dis, bon, dans tout régime, il y a des garde-fous. Il y a des garde-fous. Donc il y a des mécanismes qui existent. Ce qu'il faut dénoncer, et là je suis d'accord avec lui, c'est l'absolutisme. L'absolutisme, le fait qu'un seul homme décide de tout. Mais là, cela vient de quoi? Cela vient du fait qu'il y a une hyper-centralisation des pouvoirs dans les mains d'un seul individu qu'on appelle le président de la République.
Et le remède à cela, pour moi, n'est pas forcément le parlementarisme. Non, je ne suis pas d'accord. C'est la Constitution qui donne au président de la République du Gabon ou de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal de nommer à toutes les fonctions publiques et militaires. Ça, c'est vrai. Quand au Gabon, le président de la République nomme son fils au coordonnateur des affaires présidentielles, il ne viole pas la Constitution. Ça, là, je vous dis, c'est impossible dans les régimes parlementaires. C'est impossible. Donc dans un régime parlementaire, ça se serait passé différemment. Il propose à l'Assemblée nationale, et l'Assemblée doit valider, même si ce sont des assemblées qui sont monocolores dans les régimes francophones. Ça doit d'abord être validé par l'Assemblée nationale. Oui, il y a quand même des gens qui peuvent dire non, nous ne sommes pas d'accord. Et je vous donne un exemple, laissez-moi quelques temps. Dans la Constitution norvégienne, il est marqué que 2 personnes de la même famille ne peuvent pas être dans le même gouvernement, ou bien dans les institutions. C'est pourquoi la base, c'est ça. C'est ça la base, c'est la Constitution qui règle ces problèmes. Et pourtant, il y en a qui choisissent de la violer. Mais qui la viole? Le président ne la viole pas. Le président de la République gabonaise ne viole pas la Constitution en nommant son fils. Je suis désolé. La Constitution lui permet de nommer de manière discrétionnaire. Ça veut dire quoi? Qu'il n'a pas d'aller demander à quelqu'un... Il n'a pas de compte à... Ah oui, il n'a pas à aller demander la permission de quelqu'un. C'est comme ça, De Gaulle le fait en France. Hollande, en France, a bien nommé quelqu'un avec qui il a eu des enfants. Vous voyez, parce que en la France, allez-y. Oui, nous allons certainement avoir l'occasion de refaire ce débat qui est passionnant, mais nous avons seulement 1 heure, sinon un peu moins, 52 minutes pour faire le tour avec tout ce qu'il y a à dire et bien entendu tous les aspects à développer. Ce n'est pas évident, mais on va quand même vous donner l'occasion avant de conclure de réagir à une actualité. Il y a eu la convocation, nous en parlions tantôt, des pays du G5 Sahel, enfin ce qui a été appelé la convocation de ces pays-là par le président Emmanuel Macron après l'accident au cours duquel 13 militaires français ont été tués officiellement dans un accident d'hélicoptère. Est-ce que vous imaginez la reine d'Angleterre, qui est le président du Commonwealth d'Angleterre même, du Royaume-Uni. Est-ce que vous imaginez le président allemand, von Steinmeier, comme on l'appelle? Est-ce que vous vous imaginez parler comme ça à des présidents des pays anglophones? Vous vous souvenez de ce que le président Addo de Ghana a répondu à Macron quand Macron est allé parler à Dakar? Non, je crois qu'il a répondu dans son pays, au Ghana. C'est passé à Accra. Lors d'une visite, voilà. Exactement. Mais le problème, ce sont ces relations, je dirais même incestueuses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les pays francophones, on ne fonctionne pas de la même façon. Et vous m'avez posé la question de savoir tout à l'heure, est-ce que, quand il a parlé, d'abord, je déplore le ton. On ne donne pas des injonctions à des présidents de la République, et en plus ils sont 5. Et maintenant, revenez sur le G5 Sahel. La France a choisi, c'est dans son ADN. Vous voyez, quand je parle de mon livre de changement de mentalité, une constitution, des règles, des lois, c'est eux qui donnent la mentalité qu'ont les gens. C'est ça qui donne, parce que c'est la loi. Parce que tout homme veut le pouvoir, tout homme veut agrandir son pouvoir, mais c'est la loi qui lui empêche de l'agrandir comme il veut, de faire comme il veut, de faire n'importe quoi. Vous imaginez que la France a choisi, avec son modèle, d'être toujours épidermique. C'est-à-dire la France est toujours dans l'action. Dans cette action-là, la France, dès qu'il y a un petit problème, pense qu'ils vont régler les problèmes avec la guerre, avec la force. Mais Macron vient de se rendre compte, après quelques années de son mandat, que la guerre ne peut pas régler les problèmes, que la France ne règle pas. Ses prédécesseurs, c'est Hollande qui a lancé cette guerre en disant que nous allons être là-bas au Mali pendant 2 ou 3 ou 4 mois, 1 an. Aujourd'hui, nous sommes à 3 ans et un peu plus. Est-ce que vous imaginez? Donc, le vrai problème de la France, c'est ça. C'est ce modèle-là qui... La France ne vient jamais en Afrique pour faire la promotion de la démocratie. La France vient en Afrique pour faire la promotion de la guerre. Toujours des interventions, toujours manipuler les élections, les gens qui doivent prendre le pouvoir, j'en parle dans mon livre, toujours. Voilà le rôle de la France. Et ce rôle-là, la France, si elle veut que l'Afrique se développe, si elle l'aurait voulu, aurait commencé à semer la démocratie.
a fait la promotion de la démocratie. Comment pouvez-vous dire? C'est aux Africains d'assumer leur développement. Oui, mais on est en train de l'assumer. Je crois que Norbert, depuis 90, assume. Il faut lire les articles d'un coup, l'assume. Et comment voulez-vous que Mme Aubry, qui aurait pu être président de la République française, aujourd'hui se présente pour un 4e mandat? Qu'est-ce que Mme Aubry va dire à Alpha Condé? Mais le problème de fond, il est là. La tête de la mairie de Lille. Alpha veut faire le 3e. Mme Aubry se prend pour la 4e. Pour la 4e fois. Non, de grâce. Elle a décidé de rester encore maire de Lille. Ce système-là, je vous dis, broie ses enfants, broie ses intellectuels. Regardez comment on broie les gens. Les jeunes qui ont pris le pouvoir depuis quelques mois là, viennent d'être broyés, sont maintenant en prison. D'autres vont repartir avec les mêmes abus là, que permet la Constitution. de parler du Gabon. Mais l'Afrique, regardez en Afrique. J'ai une autre lecture de... Alors on va vous laisser dire un mot parce que nous sommes quasiment au terme de cette émission. J'ai une autre lecture par rapport aux événements du Mali et par rapport à l'injonction du consul Emmanuel Macron à ses gouverneurs du Mali, du Burkina Faso, etc. Il y a une autre lecture à cela qui ne contredit pas l'analyse qu'il vient de faire. Moi, je pense que tout est parti de la décolonisation. Comment expliquez-vous que l'armée malienne, l'armée burkinabé, l'armée mauritanienne, l'armée du Nigeria, l'armée du Niger soit incapable de faire face à des groupuscules. Mais il a oublié l'armée française. L'armée française vient de dire il faut que toute l'Europe vienne, il faut que l'OTAN vienne. Donc c'est pas seulement le Mali. Je voudrais ajouter que, et si Macron se trouve en droit, se donne le droit de convoquer à Pau, au sud de la France, ses préconsuls africains, c'est parce qu'il sait que la guerre qu'il y a dans le Sahel, c'est lui qui la finance. C'est lui qui envoie des troupes. C'est lui qui envoie toute la logistique. C'est lui qui fait tout. Ça veut dire qu'on n'a presque pas d'armée au Mali. Et qui a mené la guerre? Et celui qui commande paye. Qui a mené la guerre? Et celui qui commande paye. Ça veut donc dire que, on revient au problème que j'ai posé dès le départ. Si on avait construit des États fédérés aux États-Unis d'Afrique avec une armée, les armées africaines telles qu'elles existent aujourd'hui au Mali, au Burkina Faso, n'existeraient pas. Qu'est-ce qui empêche un vieux principe. Qu'est-ce qui empêche la construction des États fédérés d'Afrique? C'est bien les grandes puissances. On aura mais le problème, il est là. C'est le déficit démocratique qui amène la guerre. On aura, messieurs, à refaire ce débat avec, justement, on l'espère, avec un peu plus de temps. Oui, là, ça a été très instructif. On ne peut pas tout dire dans un débat, dans une heure. En tout cas, c'est déjà pas mal. Cet échange, je rappelle que cette émission a eu pour thème quel modèle constitutionnel pour les États africains, avec comme invité Edmond Okembele Nkogo, ancien président du Conseil économique et social du Gabon, écrivain, acteur politique, et Norbert Ngouamezui, journaliste, éditorialiste, fondateur de l'hebdomadaire Le Messager au Gabon. Et nous avons discuté de ce livre, le livre d'Edmond Okembele Nkogo, Déficit démocratique et mal développement en francophonie, quand nos dirigeants ne peuvent plus. C'est un livre qui a également été traduit en anglais. Qui vient d'être traduit en anglais. Et on note que sa promotion se fait bien. On aura à d'autres occasions la possibilité de faire le point et d'ouvrir d'autres débats. Merci d'avoir été en notre compagnie et de rester fidèle à Label Radio et Télévision, la chaîne panafricaine internationale. Très bonne suite de programme.